Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Arnaud Cristol, véritable expert d'une classe d'actifs méconnue, la forêt. Dans un monde où la finance verte prend de plus en plus de place et où les tensions géopolitiques, on le voit beaucoup avec les guerres qu'il y a en ce moment, les investisseurs se dirigent vers des valeurs refuges, essentiellement l'or qui atteint des niveaux records en ce moment. Je trouvais ça intéressant d'en aborder une autre, donc la forêt. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton métier, ta société, etc. Merci de me recevoir pour ton premier podcast. C'est une première également pour moi. Donc je suis ravi d'y participer. On a ce point commun de nos prénoms et puis de quelques centres d'intérêt. Je suis aussi très flatté que tu me qualifies d'expert, ce que je ne suis pas malheureusement. Mais en tout cas, je suis un connaisseur. Et tout ce qu'on va échanger comme propos n'engage que moi et pas la société que je représente. Même si je peux te présenter France Valais en quelques mots, néanmoins, parce que France Valais, c'est l'expert des actifs naturels. Et ça couvre pas seulement les forêts, mais également les domaines de l'agriculture ou du viticole champenois et bourguignon par exemple. Et puis France Valais gère aujourd'hui plus de 55 000 hectares en forêt française et européenne, et puis quasiment 500 forêts, mais tout ça va continuer à évoluer dans le temps puisque nous sommes un acteur très dynamique. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette société ? Alors moi, tu le sais, j'ai un métier de commercial et donc mon métier, c'est de faire aimer la forêt et de montrer la confiance qu'on peut loger dans cet actif de diversification. Et si tu le souhaites, je peux te présenter un petit peu quel est le panorama global du monde de la forêt en quelques mots et en quelques chiffres. Puis après, je répondrai volontiers à tes différentes questions et on essaiera d'aller un peu plus en détail dans le sujet. Ça marche. Si je dois te décrire un petit peu l'état des forêts françaises et ce que c'est et ce que ça représente, les forêts, je ne sais pas si tu le sais, représentent à peu près un tiers du territoire. Ça veut dire quoi ? 17,5 millions d'hectares. Ouais. Et contrairement à une idée reçue, ça représente une surface forestière qui est le double de celle qu'elle était en 1840. Donc on a plus de forêts. En revanche, la forêt est aujourd'hui soumise à un certain nombre de défis à cause du changement climatique. Et c'est pas parce qu'on a plus de forêts qu'on a plus de captation de CO2. On en parlera tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure, parce que du coup il y a des grands enjeux aussi stratégiques liés à la forêt, surtout en ce moment. Il y a des enjeux de souveraineté aussi de la forêt, on pourra y revenir. J'aimerais te partager une stat que j'avais vue passer sur LinkedIn. En moyenne, dans un portefeuille des family office, donc ces grands cabinets qui gèrent des fortunes d'une ou plusieurs familles, 42% du portefeuille est placé dans des actifs alternatifs. Est-ce que c'est réservé du coup à des élites ou est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Eh bien, écoute, on va en parler de plus en plus parce qu'il y a une bonne nouvelle et je te l'annonce aujourd'hui, c'est que la classe d'actifs, des actifs forestiers existe désormais. En fait, depuis le début de l'année, un indice a été créé. C'est un indice dont je te reprendrai le nom en détail et que tu pourras mettre en lien, qui a des acronymes puisque l'indice IEF Asfor Forêt française, Forêt France, et donc qui permet de voir par exemple quel est le comportement des valorisations des différents investissements réalisés en forêt depuis 1997, mais ça permet également d'en mesurer, tu connais cette notion, toi qui fais un peu de finance, de volatilité, c'est-à-dire d'écart entre le cours moyen, et puis également qui permet de la classer en termes de comportement et donc de corrélation ou de décorrélation face aux autres classes d'actifs. Et la très bonne nouvelle, c'est que les actifs forestiers apparaissent vraiment comme une valeur refuge, à l'instar de l'or, mais avec la grande différence, c'est que l'or est un actif très volatile, comme les marchés actions, et ce n'est pas du tout le cas des actifs forestiers. Donc on va y trouver un véritable intérêt, et un intérêt en termes d'actifs stratégiques défensifs. Voilà, ce qui est super intéressant, puisque maintenant, on est vraiment capable de positionner l'investissement forestier à côté du monde obligataire, du monde des actions, peut-être même de l'investissement dans les SCPI, de l'investissement dans l'immobilier. Voilà, ça en fait un véritable sujet d'investissement. D'accord, mais comme c'est un sujet d'investissement et comme tu viens de le dire, qui va être amené à se démocratiser certainement dans le temps, c'est déjà le cas actuellement avec ces nouveaux indicateurs, etc. Pour un particulier qui voudrait s'y intéresser, est-ce que tu pourrais nous décrire les fondamentaux économiques à maîtriser, des questions très simples que moi je me suis posées quand j'ai commencé à m'intéresser à cet actif-là. Comment on valorise une forêt ? Quelles sont les sources de rendement ? Pour essayer de comprendre à qui ça peut s'adresser en fait. Oui. Alors avant de répondre à cette question, je te décris un peu quand même le panorama de quels sont les investisseurs. D'abord, le marché des forêts est un marché très actif. L'année dernière, c'est environ 22 000 transactions qui représentent un volume global de 2 milliards d'euros quand même d'échanges. Et en termes de volume d'investissement en termes de forêt, on doit être autour de 150 000 hectares échangés. Maintenant, quand on zoome un petit peu sur les transactions, eh bien, on s'aperçoit que 90% de ces transactions sont réalisées sur des forêts de moins de 10 hectares. Et donc, je vais reprendre la composition des acteurs qui détiennent des forêts en France. Il y a beaucoup de propriétaires fonciers, comme tu le sais, c'est 3,5 millions de particuliers qui détiennent des forêts. Je te rappelle que dans les forêts,
Tout à l'heure, j'évoquais leur surface. 75% des forêts sont détenues par des particuliers en France et 25% sont détenues par l'État à travers ce qu'on appelle des forêts communales ou des forêts domaniales. Dans ces 75% de détenteurs particuliers, et donc ces 3,5 millions de propriétaires forestiers, eh bien, finalement, on en trouve très peu qui détiennent des forêts d'une certaine taille. Quand je parle d'une certaine taille, la transaction et la détention moyenne de ces acteurs particuliers, c'est autour de 3 ou 4 hectares. C'est très faible. Les propriétaires qui détiennent plus de 25 hectares, là on passe de 3,5 millions à seulement 50 000 personnes. Et quand on va sur des forêts de plus de 100 hectares, ce qui commence à faire déjà un beau massif, ça commence à faire un peu d'argent, eh bien on ne retrouve plus que 9 000 personnes. Et donc c'est peut-être ça qu'il positionnait comme un actif élitiste. Ce qui a changé depuis quelques années et ce qui a démocratisé énormément l'accès à la forêt, c'est la création de nouvelles formes d'investissement et en particulier ce qu'on appelle les GFI, les groupements forestiers d'investissement. Ce véhicule, désormais est agréé par l'AMF et le premier agrément a été délivré en 2019, ce qui veut dire que maintenant pour un épargnant, il y a toujours la possibilité de continuer à acheter une forêt directement comme il pouvait le faire auparavant, mais il peut aussi se porter vers un investissement dans des fonds collectifs qui vont lui apporter un certain nombre d'avantages. Donc, pour répondre maintenant plus précisément à ta question de est-ce qu'on peut investir dans des forêts en tant que particulier, on peut toujours le faire et je lis de plus en plus d'articles de gens qui sont intéressés par la défense de l'environnement et des qualités de ces actifs naturels. Je te rappelle que les forêts permettent de maintenir les sols, filtrent l'air, retiennent l'eau et en fait sont essentiels pour un certain nombre de critères fondamentaux de l'environnement. Je te rappelle qu'en forêt, on va retrouver une biodiversité que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Tu vas retrouver 70 espèces, un peu plus même de mammifères dans les forêts. Tu vas retrouver 20 000 espèces d'insectes, c'est considérable. Ces insectes sont des pollinisateurs naturels de 85% de nos champs. Et en fait, ce qu'il faut concevoir, c'est que sans forêt, il n'y a pas d'agriculture parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc, il y a vraiment une interaction entre les deux. Et il est essentiel, et cette prise de conscience, on la voit de plus en plus chez les particuliers, c'est que non seulement ils achètent des forêts pour le côté agrément, peut-être certains pour y chasser, etc., mais également la prise de conscience de la défense de nos valeurs, de l'environnement et de notre souveraineté alimentaire pour les forêts un peu plus importantes. D'accord, donc en fait, si je te suis, les forêts, c'est quand même vachement lié à d'autres domaines. Tu viens de citer l'agriculture, oui. Il y a peut-être encore d'autres domaines liés, mais enfin, quand on achète de la forêt, on n'achète pas seulement des arbres, entre guillemets. Absolument, on achète un écosystème. Un écosystème, d'accord. Et on en devient responsable. Parce que c'est aussi ça, en tant que particulier, effectivement, acheter une forêt, il faut savoir la sélectionner. Moi, je conseillerais aux gens, je ne suis pas du tout expert, mais de se faire accompagner par des professionnels de la gestion forestière. L'État met à disposition, à travers des centres régionaux ou nationaux de la propriété forestière, beaucoup d'aide et d'accompagnement de ce côté-là. Donc, il ne faut pas hésiter à recourir. Il y a énormément de collectifs de gens qui achètent des forêts. Maintenant, la limite de tout ça, c'est que ça reste limité pour des questions budgétaires à des montants relativement petits. Notre ambition, elle est beaucoup plus grande, c'est d'aller protéger beaucoup plus de forêts en investissant dans des massifs plus importants. Okay. Et donc voilà, donc ce qui est permis aux particuliers, parce que finalement le collectif de l'ensemble de ces clients investisseurs, même s'ils mettent que quelques milliers d'euros, fait à la fin une masse très importante qui permet d'acheter des forêts de plusieurs centaines d'hectares. Un particulier, quand il achète de la forêt, c'est assez facile à comprendre. Il achète sa forêt comme on achèterait un appartement ou quelque chose. Voilà. Quand un particulier investit dans, par exemple, votre société ou d'autres sociétés de gestion d'actifs forestiers, concrètement, il investit dans quoi ? C'est quoi la forme juridique ? Parce que là, tu as cité le GFI, par exemple. J'imagine qu'il y a d'autres formes juridiques. Moi, je les connais un petit peu, mais... Bien sûr. Alors, il investit via notre solution et celle des autres sociétés de gestion. On est plusieurs à proposer ce véhicule d'investissement. Il y a également les GFF, mais qui sont une forme beaucoup plus contrainte, qui ne peut pas faire de l'appel public à l'épargne. Le GFI, lui, peut le faire et donc peut créer des fonds qui sont non seulement ouverts en permanence, mais qui permettent de collecter sur la durée et de communiquer auprès du grand public. Donc, investir en forêt à travers un véhicule collectif, ça ne veut pas dire abandonner tout et juste avoir placé de l'argent. C'est aussi avoir de notre côté, des obligations de gestion, et notamment des obligations de gestion durable sur les forêts. Toutes les forêts, en général, sont labellisées. Et j'allais dire, aucun arbre n'est maltraité dans nos forêts, puisque le but, c'est que quand un arbre est coupé, il y en ait un autre qui soit replanté, mais qu'également, il y ait une biodiversité qui soit préservée, notamment à travers ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire une charte de gestion durable. On parlera tout à l'heure, je crois que tu voulais me parler des coupes rases. Pour te donner un exemple, dans la charte de gestion durable développée par France Vallée, les coupes rases de plus de 2 hectares sont interdites. Alors elles sont néanmoins permises jusqu'à 2 hectares parce qu'il faut aussi répondre parfois à des problématiques de gestion sanitaire et donc être capable et que nos gestionnaires forestiers puissent opérer si c'est nécessaire.
D'accord, donc vous déléguez la gestion de ces forêts à des experts de la gestion forestière. C'est Bien pas sûr. vous directement. Donc vous êtes un intermédiaire entre le particulier qui va investir dans les forêts et les gestionnaires de forêt. Oui, absolument. D'accord. Et en fait, ces gestionnaires forestiers qui travaillent pour notre compte sont les vrais spécialistes des forêts. Ils sont implantés sur place. C'est aussi une façon pour nous de promouvoir de l'emploi local non délocalisable. Donc c'est un enjeu sûr. aussi. Et puis bien évidemment, faire confiance à des spécialistes qui connaissent leur forêt par cœur, c'est leur donner les moyens, puisque grâce aux contributions qu'on a avec nos associés, eh bien de continuer à développer et à bien gérer cette forêt et à pouvoir continuer à l'améliorer et à l'accompagner face aux défis du changement climatique, puisque tu le sais, de moins en moins d'eau, plus de sécheresse, font peser un certain nombre de risques, notamment on le voit parfois avec des incendies, mais on le voit aussi avec des dépérissements d'arbres qui sont liés à des arbres qui manquent d'eau, et donc pour ça il faut être capable d'implanter de nouvelles essences qui vont être moins consommatrices en eau et qui vont venir compléter leurs essences cousines sur place pour que la forêt continue à exister et à perdurer. Quand on investit dans un actif, il y a toujours une question qu'on se pose, c'est les risques. Tu viens d'en parler un petit peu, mais comme tu viens de le dire, avec le changement climatique, il y a quand même un risque d'incendie. Comment est-ce que vous protégez, vous, par rapport à ce risque, et comment, du coup, les investisseurs sont protégés, ou pas protégés, d'ailleurs, par rapport à ce risque ? Alors, ces risques, on peut y répondre de plusieurs façons. On y répond déjà en amont quand on achète les forêts. Alors, tu le sais, et on l'a vu en 2022, il y a eu par exemple énormément d'incendies. Je crois que c'est 30 000 hectares qui sont partis en fumée dans les Landes. Et d'ailleurs, ça a occasionné une nouvelle loi, une évolution de la loi. Les risques, ils sont constitués par quoi ? Ils sont constitués, si on parle des risques opérationnels, par les risques de tempête qui sont plus importants que les risques incendie, il faut le savoir. Une tempête étant par nature plutôt imprévisible, souvenons-nous de la tempête de 99. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse pas transformer le bois qui aurait été couché par la tempête. Le risque incendie, effectivement, il va être croissant parce qu'il va être surtout présent plus longtemps dans le temps et sur des zones plus importantes. Donc avant, il était très concentré, il l'est toujours beaucoup dans le sud, par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou sur des forêts qui ne sont pas diversifiées, telles les forêts de plantation, les forêts qui sont des champs d'arbres, où tu retrouves le même arbre, c'est le cas du pin maritime, parce que c'est issu finalement d'une politique de gestion forestière ancienne qui remonte au Second Empire, et c'était qui répondait à d'autres problématiques de l'époque, et qui aujourd'hui sont un peu challengées, et donc du coup il faut continuer, il faut accompagner le changement de ces forêts pour recréer des forêts qui soient des forêts non équines, c'est-à-dire des forêts diversifiées en termes d'essence d'arbres. Donc pour lutter contre ces différents risques, il y a plusieurs solutions. Soit par exemple tu exclus dans tes investissements les zones qui sont à risque. Et effectivement, dans notre patrimoine forestier, on a très peu eu d'incendies et de risques climatiques. D'ailleurs, je te signale aussi, tu le verrais dans nos reportings, que désormais, on rencontre auprès des associés de notre gestion forestière et de comment les forêts sont impactées par les risques climatiques. Qui a été touché par les tempêtes, qui a été touché par les incendies, qui a été touché par les risques phytosanitaires, puisqu'on va retrouver ces risques. Donc on a beaucoup entendu parler des scolites qui ont touché les épicéas, la scolite typographe, qui est un coléoptère. Eh bien, il y en a plein, mais une forêt qui est bien gérée peut limiter ce risque-là de deux manières, en étant diversifiée en termes d'essence d'arbres, parce que chaque essence d'arbre ou chaque arbre a sa station forestière et a ses propres parasites. Si tu mets un champ d'arbres avec une seule qualité d'arbre, eh bien il est beaucoup plus en risque d'être touché par le parasite que si tu as une forêt qui est bien diversifiée. Si en plus dans ta forêt, finalement tu as laissé des arbres morts, ce qu'on appelle des chablis, ou des arbres en décomposition dans lesquels cette biodiversité que je te citais tout à l'heure est présente, eh bien on va avoir des chauves-souris, on va avoir des oiseaux qui vont continuer à manger les parasites. Donc il y a finalement une réponse naturelle des forêts quand ces forêts sont bien organisées, bien administrées. Il faut faire attention à ne pas tasser les sols aussi, puisqu'on intervient peu de ce côté-là. Et puis il y a d'autres façons également de répondre à ce risque-là. Tu peux t'assurer en France par exemple contre le risque tempête et incendie. Donc suivant les cas, ça peut être le cas, mais le mieux effectivement c'est d'intervenir en amont avec nos gestionnaires forestiers, et on a plutôt de bons résultats de ce côté-là. Donc la forêt est challengée, mais elle n'est pas en péril partout pour autant. Est-ce que les investisseurs dans ce cas-là, si c'est arrivé, ont été protégés ? Comment ça s'est passé ? En fait, encore une fois, comme je te le disais, c'est tout l'intérêt d'intervenir à travers un fonds. C'est le fonds qui prend ses responsabilités pour le compte des investisseurs et qui va se couvrir à la fois par une sélection de nos équipes très rigoureuse sur les qualités des forêts qui sont logées et qui sont achetées par notre société. Et puis, de l'autre côté, s'il y a un incident qui se produit, évidemment, il est couvert. Et on ne va pas demander de l'argent, si c'est ta question, aux clients pour leur dire, voilà, on a eu un problème et il faut nous le payer. Non, donc, ça, c'est pris en charge. Donc, grâce à votre solution, l'investisseur délègue ce risque-là par rapport à un particulier qui détiendrait sa forêt. Et puis, je rajouterais même qu'il délègue aussi à des experts. Alors, moi, j'en fais pas partie, mais à des gens, et on a des équipes forestières pour ça, et les forestiers qui sont en région et qui gèrent nos forêts, qui sont les véritables experts des forêts, parce qu'en tant que particulier, effectivement, on peut avoir ses lectures, on peut avoir quelques connaissances, mais
quand tu dois gérer un fonds qui a 200 forêts, par exemple, je mets quelqu'un au défi de savoir comment les gérer tous ensemble. Non, il faut que ça soit organisé par une équipe. Mais comme la forêt, c'est un actif tangible, la terre a un espace limité, est-ce qu'il y a une limite d'espace de la forêt? Comment? Parce qu'on ne peut pas créer de la nouvelle place pour la forêt. Comment vous vous débrouillez Alors nous, on ne se débrouille pas, mais grosso modo, la croissance forestière, elle va rester limitée, même si elle est assez constante. Je crois qu'on doit gagner 70 000 hectares par an, mais ça ne va pas aller à l'infini. Pourquoi? Bien sûr, parce que d'un côté, tu as l'étalement urbain, qui lui est une vraie menace et qui continue à perdurer, puisque tu sais, on est même en train de vouloir remettre en cause les zéro artificialisation nette. Et puis, tu as également aussi la protection de l'agriculture, parce qu'il faut pouvoir continuer à nous nourrir et à nourrir la planète. Et donc, ce qui veut dire que ce qui fait aussi la valeur et la pression constante sur les forêts, c'est un espace qui est restreint, grosso modo un tiers du territoire, et on n'ira pas tellement au-delà, parce qu'on ne sait pas planter des forêts sur les océans. Et puis, de l'autre côté, eh bien, évidemment, la croissance longue des arbres, c'est-à-dire qu'avant de récolter un arbre, il faut parfois attendre 40, 70 ans, 100 ans. Et donc, cette donnée temps fait que tu ne peux pas être... C'est pas comme un champ de blé que tu récoltes tous les ans. Ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire que la valeur, elle est aussi dans la préservation de les forêts sur les longs termes, parce que les usages du bois continuent à se développer considérablement. On en reparlera peut-être à l'occasion d'un prochain podcast, mais on a quelques champions en France de l'utilisation technique du bois qui permettent de faire, par exemple, des bâtiments de très grande hauteur. Et donc, l'usage du bois dans la construction va être très croissant. Mais également, tu parlais un peu de chimie verte. Eh bien, on est capable d'extraire des molécules du bois pour faire des anticancéreux. On est capable de découvrir et de voir que certaines propriétés du bois sont antiseptiques. Donc voilà, il y a tout un champ d'investigation et de développement qui est énorme sur les usages du bois. Il y a également, tu sais, tout ce qu'on appelle le remplacement des plastiques à usage unique. Eh bien, on ne fait plus son pique-nique avec des couverts en plastique comme je le faisais étant enfant. Voilà, désormais, tu n'as que des couverts issus de la pâte à papier. Et puis, si tu prends des colis, si tu arrives de te faire livrer comme beaucoup de Français, eh bien, tu vois bien que tu es livré avec des cartons. Donc, le développement des usages du bois, on n'est qu'au démarrage, je pense, des développements très extensifs, parce que il ne faut pas l'oublier, c'est une matière renouvelable malgré tout. Et puis, tu l'as aussi vu, on a parfois des problèmes de tension énergétique. Eh bien, les granulés ou les pellets de bois sont le premier mode de consommation alternatif au nucléaire, et donc la première énergie renouvelable bien avant l'éolien ou le solaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut augmenter cette démocratisation en allant sur le terrain de l'assurance vie. Alors on n'est pas les seuls et c'est une très bonne nouvelle, mais voilà, on a développé par exemple une unité de compte qui s'appelle, je vais la citer, Terra Europe, et qui permet d'investir dans des contrats d'assurance vie, et là tu vas retrouver une allocation sur des forêts françaises, européennes, bientôt tu vas retrouver du viticole, et puis un jour tu trouveras aussi de l'agriculture. Donc c'est vraiment une façon d'aborder la classe d'actifs naturels et de l'avoir dans son contrat d'assurance vie. C'est super que vous démocratisez ça. Et c'est quoi le montant minimum pour se faire une idée? Alors, on parle de quelques centaines d'euros. Encore une fois, je ne connais pas les seuils minima définis par les assureurs ou la mutuelle qui nous a référencé récemment, que je vais citer, qui s'appelle Garance. On les remercie. Et l'assureur s'appelle UAF. Donc, à travers les contrats, UAF étant partie de Spirica. Et on attend surtout d'autres référencements qui vont continuer à nous donner plus d'exposition pour nos clients qui ont très envie d'investir. De plus en plus, on a des demandes entrantes de gens qui disent « j'ai envie d'investir dans les actifs naturels, qu'est-ce que vous me proposez ?» Et voilà, notre position de leader nous amène beaucoup d'appels et beaucoup de questionnements. Il y a un autre sujet que je voudrais aborder aussi, c'est la liquidité du marché, parce qu'on l'a vu par exemple il y a quelques années avec la crise de l'immobilier, avec les investisseurs qui achetaient de la pierre-papier, donc des SCPI, qui avaient énormément de mal à revendre leur part, parce que du coup le marché était bloqué. La forêt est un actif tangible également. Comment ça se passe quand un investisseur veut revendre? Est-ce qu'il y a une liquidité de marché, ou est-ce que ça peut être compliqué par moment? Alors, ce qu'il faut préciser, et c'est le cas pour tout le monde, d'abord nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers, et à ce titre-là, il y a un grand nombre d'avertissements préalables qui doivent être communiqués à chaque investisseur pour lui dire que la liquidité n'est pas garantie, que le prix de part n'est pas garanti, donc il peut progresser comme il peut baisser. Il y a un certain nombre de facteurs et de risques qui sont énoncés. Et c'est bien naturel, et c'est une bonne façon de classifier et d'avoir les investisseurs qui correspondent à ce type de risque. Le risque est malgré tout assez mesuré, mais il est présent. Et la liquidité, elle est assurée aujourd'hui tout simplement par la collecte du marché dans un premier temps, et par éventuellement les liquidités qui peuvent être détenues dans le fond. Donc un marché qui est dynamique et qui permet de collecter, aujourd'hui apporte une bonne liquidité. Rien ne permet de le garantir dans la durée en permanence. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que les gens ont bien compris quand ils investissent dans les forêts que c'est plutôt un actif de détention de long terme. Et finalement, s'ils le font, ils sont moins attachés à un besoin de liquidité puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas
toucher à cet investissement-là. On le sait très bien, pour valoriser une forêt, si tu veux valoriser un chêne, il va falloir attendre une centaine d'années. Alors, je ne te dis pas qu'il faut attendre pour nos clients une centaine d'années, mais ça veut dire que les horizons de gestion sont au moins aux alentours de 10 ans. Et puis très souvent, et ça tu le sais bien, dans la composition d'un patrimoine, eh bien, quand on a besoin de liquidité, on s'organise pour aller sur des instruments de gestion de trésorerie, et on va plutôt piocher dans son livret A ou dans des livrets ou dans de la trésorerie ou sur son compte courant quand on a besoin d'argent, que sur des actifs longs comme sont les investissements dans la gestion forestière. Tu parlais justement de la valorisation du chêne qui, pour être rentable, devrait prendre énormément de temps. Comment est-ce qu'une forêt peut être rentable ? C'est la coupe, c'est la chasse, c'est le foncier qui va prendre Alors, de la valeur ? Tu as raison, il y a plusieurs aspects là-dessus, ça dépend des fonctions qu'on assigne à sa forêt. Les gens qui vont acheter une forêt d'agrément ne vont pas forcément regarder quelles sont les essences d'arbres qui sont plantés dessus et ne vont pas en attendre un rendement, ça va même leur coûter de l'argent, très souvent. En revanche, nous, évidemment, dans notre gestion forestière, on est très sensible et très attentif à la qualité des essences qui sont plantées sur les parcelles qui sont acquises. Évidemment, il faut qu'elles aient une valeur de transformation économique. Le chêne en fait partie, puisque c'est un des arbres qui se valorise le mieux, mais il y en a plein d'autres. En France, on a la chance d'avoir 130 essences d'arbres. Mais pour te donner un exemple, on ne va pas acheter par exemple une forêt de bouleau en France qu'on ne saurait pas valoriser parce qu'il n'y a pas de marché en France. En revanche, en Finlande ou dans les pays baltes, ils ont beaucoup de boulot et ils savent la transformer. Et là, on en achète. Donc tu vois, c'est différent suivant les marchés. Ce qui peut faire la performance du fonds, c'est plusieurs facteurs. C'est, comme tu le disais, effectivement, la valorisation du foncier. Et elle est plutôt régulière et en tout cas elle s'inscrit dans le temps et elle est désormais mesurée d'une part. Et puis il ne faut pas oublier la croissance organique des arbres. Un arbre tous les ans il prend du volume, tu sais, c'est ce qu'on appelle les cernes et que tu vois sur les arbres. Plus de volume d'arbres, ça veut dire plus de volume de transformation et donc du bois sur pied qui mécaniquement prend de la valeur tous les ans. Alors à ça il faut retrancher quoi ? Il faut retrancher les accidents climatiques, il faut retrancher les assurances si tu payes des assurances, il faut retrancher tous les coûts d'expertise, etc. Mais le but, c'est d'avoir un bilan qui soit positif. Et d'ailleurs, pour nos clients, dans nos fonds, on mesure même la captation de CO2 de nos forêts, qui est bien le signe que finalement, on est plutôt sur des forêts dans lesquelles on coupe peu d'arbres, et donc on valorise plutôt le long terme que le court terme. Si tu voulais faire une forêt, j'allais dire, immédiatement rentable, tu coupes tes arbres et tu prends des revenus. En revanche, tu as coupé les arbres. Donc ça veut dire qu'il va falloir les replanter et attendre 70 ans ou 40 ans que tu aies à nouveau une récolte à opérer. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est un vrai métier de savoir gérer ces actifs-là. Par rapport à un particulier qui l'achèterait tout seul, qui n'a pas ces frais-là à l'entrée ou de gestion, etc., qu'est-ce que tu pourrais dire, faire un peu la distinction entre le particulier qui achète sa forêt, comme on l'a dit tout à l'heure, et investir dans vos solutions ? Quels sont les points positifs, négatifs, si tu peux m'en citer quelques-uns ? En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des frais dans tous les cas. Parce que même un particulier qui achète sa forêt, il va avoir un process d'acquisition qui va nécessiter qu'il dépense de l'argent. Et en fait, ça coûte plus cher à un particulier d'acheter sa forêt que de l'acheter dans des fonds. Voilà. Donc grosso modo, passer par un fonds coûte moins cher et puis c'est surtout un autre mode d'accès et c'est pour ça qu'il est plus démocratisé et il est plus clair pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc tu as raison, il y a des frais dans chaque acquisition, il faut que chacun vive et que la société de gestion puisse également investir, il faut qu'on puisse continuer à développer nos acquisitions, il faut qu'on puisse continuer notre développement, mais voilà, comme dans tout produit, tous les frais sont annoncés aux clients, ils en sont bien conscients, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la valorisation des fonds a vocation aussi à compenser dans le temps ces frais, et puis notre objectif c'est quand même que nos clients soient satisfaits non seulement de la gestion forestière qui est opérée, mais également de leur investissement, et qu'ils puissent se dire dans quelques années que et finalement, ils sont plutôt en positif qu'en négatif. Et ces frais, du coup, faudrait le voir un peu comme on investit dans des CPI, c'est-à-dire c'est des frais d'entrée puis des frais de gestion. Comment c'est réparti ? Oui, alors si tu veux rentrer dans le détail, effectivement, oui, il y a ce qu'on appelle une commission de souscription. On est sur un mode de fonctionnement qui est assez calé sur celui des SCPI, et cette commission de souscription permet effectivement de rémunérer toute la chaîne des opérateurs. Après, derrière, on est sur des fonds qui sont sur des fonds, ce qu'on appelle de capitalisation. C'est-à-dire que le client ne va pas recevoir de distribution, mais il va voir, et c'est ce qu'on travaille pour lui, la valorisation de son investissement, on l'espère tous les ans, ou en tout cas régulièrement. Et bien, donc c'est sur ce modèle-là qu'on opère. Et donc les frais de gestion finalement ne viennent pas redemander, ils sont bien présents, puisque ça nous permet d'opérer la gestion forestière, mais finalement ne viennent pas, obérer la performance globale du client.
est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur la performance de ces actifs-là? Parce que c'est important de comprendre quand même la performance, en tout cas du marché. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Bien sûr, alors tu sais, comme on le dit toujours, les performances passées ne présagent pas des performances C'est futures. important de le rappeler. C'est important. Et puis, je pense que voilà, c'est un actif sur lequel on doit investir quasiment même indépendant de la performance pour des convictions, j'allais dire philosophiques qu'on peut avoir. Malgré tout, la performance, elle est quand même au rendez-vous, mais elle est liée à cette faible volatilité, tu sais, dont je parlais tout à l'heure, qui tourne autour de 3 sur la classe d'actifs. Et on prend sur les 10 dernières années, je crois que l'indice reprend une performance qui est annualisée supérieure à 5%, ce qui est quand même pas si mal. C'est un bon actif aussi qui finalement protège de l'inflation, donc c'est plutôt pas mal, et protège finalement beaucoup nos clients des incertitudes. Donc on est vraiment plutôt sur une catégorie d'actifs défensifs. Voilà. Très souvent, je ne sais pas si tu connais les classifications avec les indices synthétiques de risque, eh bien sur beaucoup de fonds, on se retrouve sur des indices synthétiques de risque en 3 sur 7. Donc on est plutôt sur un risque faible à modéré que sur un risque très élevé. On l'utilise pas mal sur des successions, des sujets de succession qui s'apparentent comme étant difficiles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces avantages fiscaux et sur ces utilisations dans des cas de succession ou des choses comme ça? Bien sûr, il y a une utilisation patrimoniale qui peut être réalisée dans son investissement, puisqu'en fait, les avantages fiscaux qui sont liés à la forêt ne sont pas récents. Ça remonte à une loi qui était la loi Serrault, 1930, et puis qui a été amendée par Max Monichon, qui a laissé son nom en 1959, et qui consiste en un abattement sur ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG. Et ça veut dire que ça concerne non seulement les successions que tu évoquais, mais également les donations. C'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas pressés de mourir, on peut également penser à ses proches. Et c'est vraiment un complément assez méconnu à l'assurance vie. Tu sais qu'on peut faire énormément de choses en assurance vie, notamment avant 70 ans. Eh bien nous, on va intervenir peut-être pour des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont des patrimoines sur lesquels il y a des enjeux de transmission, à leurs proches ou à des gens qui sont plus éloignés. Si je te prenais un exemple, par exemple, pour te dire j'ai besoin de transmettre à 3 neveux et nièces, et bien un investissement qui serait fait, soit tu fais une donation simple, et donc tu sais que la taxation, par exemple, sur des neveux et nièces, elle est de 55%. Donc si tu voulais transmettre et leur donner 100 000 euros à chacun ou à chacune, eh bien en réalité, ils ne percevraient que 45 000 euros. Oui. Voilà. Eh bien, si tu passes par, j'allais dire, un véhicule collectif qui bénéficie de l'abattement Monichon de 75% sur la partie investie en forêt, eh bien, tu vas te retrouver à leur transmettre quasiment 68% de plus. Et donc, elles ne vont pas se retrouver avec 45 000 euros en poche, mais plutôt avec 75 000. Ah, c'est génial, c'est un vrai intérêt. Ça, c'est un cas réel. C'est un cas ça, c'est un cas tout à fait classique, puisque c'est inscrit dans la loi. Et donc, c'est en ça que ça permet, effectivement, non seulement de protéger son capital, mais de pouvoir envisager un jour de le donner ou de le transmettre dans des conditions favorables, puisque l'investissement que tu peux réaliser dans la classe d'actifs forestiers à travers ces véhicules, tu n'as pas de limite d'âge, tu n'as pas de limite de montant, il faut toujours rester raisonnable, mais en tout cas, c'est pas inscrit. Et puis, en fait, tu n'as pas de durée de détention requise obligatoire. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de limite maximale de montant, mais minimale. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres, par exemple, sur les... Alors, en fait, ça dépend finalement des objectifs que tu recherches. Sur beaucoup des fonds que tu vas trouver sur la place, les accès sont très démocratisés, entre guillemets, et tu vas trouver à quelques centaines d'euros la possibilité de pouvoir investir. En revanche, quand tu es sur des fonds qui sont plus patrimoniaux, il y a souvent des seuils qui sont un peu plus élevés, qui doivent être autour de 30 000 euros. Donc là, ok pour la partie donation, et maintenant pour l'avantage fiscal, comment ça fonctionne? Ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, ces avantages fiscaux sont bien la contrepartie d'une gestion durable des forêts. Tu sais bien, l'État ne donne rien sans rien. Et en fait, la contrepartie que les opérateurs sachent gérer durablement les forêts leur permet d'avoir cet abattement. Et en clair, ça concerne les forêts de plus de 20 hectares désormais, qui ont l'obligation de mettre en place un document de gestion durable qui s'appelle un plan simple de gestion. Ce plan simple de gestion conditionne le fait de récupérer ce qu'on appelle un certificat Monichon que je citais tout à l'heure. Eh bien, c'est un certificat, c'est pas juste une loi, c'est un certificat. Non, c'est un certificat qui est délivré par les directions départementales des territoires et qui atteste que la forêt est bien gérée suivant un plan simple de gestion. Et donc, cette gestion durable, qui est un engagement de notre part sur les 20-30 prochaines années, eh bien, permet de garantir la bonne gestion de la forêt dans le futur et donc permet d'avoir cette contrepartie qui est cet abattement de 75%. Et donc, nous récupérons pour le compte finalement de nos clients, l'ensemble de certificats sur l'ensemble des forêts qui les détiennent, et ça permet de consolider tout ça. On le facture même aux clients parce que c'est beaucoup de temps de travail pour récupérer tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a un seuil d'investissement nécessaire pour que ça vaille le coup pour un client.
D'accord. Et un particulier, il a ce certificat Monichon, du coup? Ah, mais il doit absolument le récupérer. C'est-à-dire, il y a un particulier qui détiendrait sa propre forêt, qui aurait une forêt de 35 hectares. S'il veut bénéficier de l'abattement, il faut qu'il ait mis en place un document de gestion durable. Sinon, il n'aura pas l'abattement. D'accord, ok. Avec le contexte économique actuel qu'on connaît en France, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut s'effacer dans le temps ou est-ce que tu penses que ça va perdurer encore? Bah écoute, que je te citais, tu vois, la loi Serrault de 1930, c'est pas tout récent. Non, c'est Bientôt, sûr. elle a une centaine d'années. Souvent, le législateur, quand il veut rogner, s'adresse plutôt à des phénomènes de niche fiscale. Et là, on n'est pas dans une niche fiscale. Tu vois, autant on peut changer les taux d'abattement sur ce qu'on sponsorise ou pas quand on est l'État, et on passe de 18 à 25%, etc. Là, on est sur un véritable enjeu de préservation et, comme tu le disais, d'une ressource stratégique. Donc je pense, moi, à titre perso, que c'est plutôt inscrit dans le temps. Maintenant, comme tu le sais, rien n'est jamais inscrit dans le marbre. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas changé. Une autre actualité dont je voudrais parler, on a eu récemment des gros rebondissements sur les marchés. Moi, je suis énormément les marchés boursiers, enfin les marchés financiers dans leur globalité, avec la politique de tarifs douaniers de M. Trump. Est-ce que la forêt est un actif qui a été touché par ça, ou est-ce que, un peu comme l'or, c'est une valeur refuge, c'est une valeur sur laquelle on peut s'appuyer quand il y a beaucoup de volatilité sur les marchés? Alors plutôt, mais puis en plus, ce qu'il faut le savoir, c'est qu'elle est plutôt liée à des marchés qui sont assez locaux. Et donc ce qui se passe aux États-Unis touche assez peu l'Europe. Maintenant, pour te donner un exemple quand même de l'incidence que ça a pu avoir, il y a des effets de bord qui sont inattendus. Les Américains importent beaucoup de bois du Canada, leurs voisins, et tu sais qu'ils ont voulu leur mettre des droits de douane. Comment ont réagi les Canadiens? Très simplement, en livrant moins de bois à leurs homologues américains. Ça a eu pour conséquence quoi? Ça a eu une conséquence directe. Tu sais que ça a beaucoup brûlé, par exemple, à Los Angeles, que les Américains construisent, je crois, 90% de leurs bâtiments à base de bois. Et bien du coup, comme ils sont en flux tendu, ils n'ont plus assez de bois pour pouvoir construire. Donc tu vois, l'effet, il a été immédiat. Et ça a une autre conséquence, c'est quand tu n'as plus de matières premières, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus employer les gens et tu mets des gens au chômage. Ah, donc c'était une arme de négociation pour le Canada, en fait. Ouais. Exactement. Et les prix du bois, à cette période-là, avaient été multipliés par 3. Ouais, donc en fait, il faut toujours, avant de prendre une décision, je pense que Trump est en train d'en mesurer un petit peu les impacts entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé. Eh bien, il peut y avoir des impacts différents parce que l'effet de la mondialisation ou des marchés locaux peut avoir de l'impact. Avec ces enjeux stratégiques-là, vous détenez des forêts au Canada ou est-ce que c'est autre part en Europe que ça se passe? Est-ce qu'il y a des endroits où vous détenez plus de forêts que d'autres et pourquoi? Oui, alors le monde est vaste. D'abord, France Vallée avait commencé par le territoire français, puisque l'agrément de France Vallée, c'est 2014, et donc depuis le temps, beaucoup de forêts en France. Et puis l'Europe depuis quelques années, et l'Europe, c'est déjà un vaste territoire, puisque nous sommes le premier investisseur dans 10 pays européens aujourd'hui. Et donc on le voit, après, qui dit que dans l'avenir on n'ira pas sur d'autres territoires, mais il y a encore d'autres territoires qui sont aujourd'hui à conquérir en Europe. Il y a certains pays sur lesquels on se positionnera sans doute dans le futur de plus en plus. Et voilà, on est déjà très présent. Il y a beaucoup de très belles forêts et un marché très actif en Europe, donc il y a de quoi faire. Tu penses qu'un investisseur, il doit détenir à peu près combien de pourcents de son patrimoine, si on peut parler comme ça, dans des actifs forestiers ou des actifs dans les valeurs refuges? Combien ça représente de leur patrimoine? Non, il n'y a pas de règle, ça reste un actif de diversification malgré tout. Donc ça veut dire que, encore une fois, quand tu abordes l'investissement forestier, notamment pour les donations et transmissions, ça veut dire que tu as déjà beaucoup réalisé d'autres investissements sur d'autres classes d'actifs. On préconise que ça soit moins d'une quinzaine de pourcents d'investissement. Malgré tout, c'est très variable suivant les individus. Et encore une fois, c'est même pas mon métier de le dire. C'est à chacun des conseillers en gestion de patrimoine qui connaissent intimement leurs clients de savoir quelle est la structure de leur patrimoine et quelles sont leurs ambitions, leurs souhaits, de pouvoir le définir. Voilà. Donc ça va être très variable suivant les individus. Et en tout cas, encore une fois, il faut le concevoir comme une classe d'actifs allogée à côté des autres types d'investissements qui ont pu être réalisés. Par contre, il y a un truc qui m'interroge, c'est que est-ce que c'est encore possible d'avoir une performance économique et d'agir pour l'environnement? Est-ce que pour toi c'est compatible et pourquoi? Mais tu l'aide totalement et c'est vraiment une véritable ambition. Tu as raison, il faut réconcilier les deux. Il ne faut pas opposer investissement dans la protection de l'environnement et rentabilité. Donc effectivement, ceux qui font de la coupe forestière ne sont pas dans la protection de nos terres et de l'écologie. Ce n'est pas du tout la politique que nous menons, tu le sais très bien. Et donc, bien évidemment, je te rappelle que, tu le sais, il y a des classifications européennes qui notent les sociétés, et nous sommes SFDR 9, c'est-à-dire la meilleure classification possible. Ça veut dire que non seulement on prend des engagements, on les tient, et on en rend compte à travers des indices. On a par exemple la mesure, je t'en parlais tout à l'heure, de la captation de CO2 de nos forêts.
Il faut le savoir, par exemple, en moyenne, un arbre capte 1 tonne de CO2 par mètre cube. Voilà. Eh bien, il y a certaines forêts françaises qui sont mal administrées ou en difficulté, qui ne captent plus de CO2. Eh bien, nous, on est capable de montrer qu'une bonne gestion forestière est capable d'améliorer encore cet indice. Donc ça, c'est vraiment un indice de bonne mesure, mais on mesure également la biodiversité. Donc tous ces éléments sont quantifiés et sont mesurables. Toutes nos forêts bénéficient de labels, tu sais, il y a les labels PFC ou FSPS, donc qui permettent de garantir la qualité et la traçabilité du bois. Donc il y a véritablement un encadrement de tous ces facteurs-là. Et par ailleurs, eh bien, il y a la valorisation des actifs, et je pense que nos clients, quand ils regardent leurs performances, sont plutôt assez satisfaits. Si tu pouvais modifier quelque chose, réformer quelque chose dans la gestion forestière, en tout cas en France, parce que c'est quand même là où on est le plus impacté, est-ce que tu pourrais me citer quelque chose ? Est-ce que tu voudrais modifier quelque chose si tu pouvais ? Alors d'abord, la question, il faudrait la poser à des gestionnaires forestiers. Ils seraient plus à même que moi d'y répondre correctement. Je pense, si je te fais une réponse assez politique, qu'il faut améliorer la communication et la bonne compréhension de l'univers politique et du monde des forestiers. Je pense qu'elle n'est pas optimale, et l'améliorer, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Par exemple, ce qui a voulu être fait, tu sais, on a parlé de planter 1 milliard d'arbres en finançant tout ça, ça a eu un effet très négatif sur la biodiversité, parce que malheureusement, ça a créé chez certains ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'est-à-dire, je coupe mes arbres et je fais des coupes rases. C'est désastreux pour la biodiversité. Et pourquoi ? Parce que derrière, je récupère des aides pour replanter des arbres. Donc tu vois, l'effet, il n'est pas du tout atteint là. Et je pense qu'une meilleure coordination, effectivement, et une meilleure connaissance des deux milieux permettrait de mieux gérer ces enjeux du futur, et donc de mieux préserver cette ressource qui est essentielle pour nous tous. Il y a des meilleurs élèves que nous là-dessus. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus à même de savoir gérer ces forêts-là ? Alors je ne sais pas quels sont les bons élèves. Je sais que par exemple la Suisse a interdit les coupes rases. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? D'accord. Voilà, je crois que c'est le cas aussi, ou ça va être le cas en Suède. Affaire à suivre. Néanmoins, c'est parfois rendu, je te le disais encore une fois, nécessaire par des problèmes phytosanitaires. Il ne faut pas être jusque-boutiste. Voilà, et je pense qu'il faut accompagner les choses, mais tu vois, par exemple, j'entends beaucoup parler des projets de forêts qu'on appelle, on voudrait recréer des forêts primaires. Bon, alors on est sur des belles illusions qui font beaucoup parler, c'est très séduisant, mais il faudra attendre 700 ans pour en voir le résultat. On a besoin d'agir aujourd'hui. Donc il ne faut pas attendre 700 ans pour régénérer nos forêts, il faut continuer à leur permettre de s'adapter au réchauffement climatique, et pour ça, il faut investir maintenant. Et je pense, si je devais conclure là-dessus, que investir dans les forêts, c'est un gage d'investissement dans la confiance et dans la confiance en l'avenir. C'est notre confiance et c'est la confiance que placent nos investisseurs dans notre capacité à accompagner les forêts dans leur transformation. Et dans la suite, elles existent depuis des centaines de millions d'années. Eh bien, simplement, les effets du réchauffement climatique rendent nécessaires certaines adaptations. Le fait que nous et d'autres acteurs puissions intervenir dans ce domaine-là va favoriser et va permettre de maintenir un bon état sanitaire de nos forêts. Mais tu parlais de gestion primaire. Je te parlais de forêt primaire. Qu'est-ce que tu appelles forêt primaire ? C'est recréer une forêt en partant de zéro ? Alors une forêt, pas en partant de zéro, parce qu'il faudrait la replanter totalement. Une forêt primaire, il en existe encore plein dans le monde, mais plus beaucoup en Europe. Je crois qu'il en reste une en Pologne. Eh bien, c'est une forêt à laquelle on n'aurait pas du tout touché, dans laquelle il n'y a aucune intervention humaine. D'accord, ok. Voilà, ce qui serait une forêt vraiment totalement laissée en libre évolution, mais alors, c'est-à-dire sans visite de clients, sans personne, il faudrait laisser la nature tranquillement, et pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là, je te le disais, il faut plusieurs centaines d'années. Donc ça peut être un enjeu sympathique à recréer, mais c'est pas ça qui sauvera les forêts françaises. Oui, ça sera trop tard, c'est un objectif à trop long terme en fait. Exactement. D'accord, ok. Voilà, mais c'est pas personne, on n'oblige personne, ou en tout cas il y a des gens qui souhaitent le faire, et bien peut-être qu'ils y parviendront, mais ça restera finalement un sujet un peu de conversation et pas un sujet de véritable préservation sur le long terme de nos forêts. Super, merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment maintenant, puisque quand je suis arrivé au cabinet je ne connaissais pas du tout ces actifs-là. Quand on parle de valeur refuge, je connais que l'or, et je trouvais pas ça normal pour un étudiant dans le domaine de répondre comme 100% de la population. Je trouve que c'est intéressant d'étayer un peu ses connaissances, de développer un peu son savoir sur ces actifs alternatifs-là qui prennent de plus en plus de place. On l'a vu dans les portefeuilles des family office récemment. Merci, j'espère que ça t'a plu aussi. Écoute, j'ai été ravi. Je te fais une petite précision quand même, parce que tu me parles beaucoup de la classe d'actifs de l'or. Si je dois quand même positionner les forêts par rapport à l'or, dans l'or, il y a finalement un timing d'investissement qu'il faut respecter. Tu sais, les cours étaient deux fois plus faibles il y a une vingtaine d'années, et donc il y a une volatilité et une différence, et ça veut dire qu'il faut acheter au bon moment. Est-ce qu'aujourd'hui acheter de l'or, c'est une bonne idée ? Il est à un cours très élevé.
Rien ne permet de dire que ça va continuer à augmenter. Peut-être que l'avoir acheté il y a en revanche 10 ans ou 20 ans était une bonne idée. C'est pas du tout la même chose sur l'investissement forestier, qui est finalement un investissement beaucoup plus régulier, où il n'y a pas de momentum. Tu peux investir en permanence parce que cette valorisation régulière, elle se fait dans le temps sans à-coups très spectaculaires. Donc je pense que la véritable différence, elle est là, c'est que voilà, volatilité est bien moins élevée. Exactement, et donc il est toujours temps d'investir dans les forêts. Voilà. On peut finir là-dessus, c'est un mot qui me va pour la fin, et en plus c'est un mot qui va dans le sens des enjeux actuels environnementaux, donc ça me convient. Merci beaucoup. Merci à toi, ravi d'avoir participé à ce premier podcast. Et merci à vous qui écoutez ce podcast, je l'espère. Le but c'est de vulgariser l'ensemble du domaine de la gestion de patrimoine, de la finance. Merci.